Culture Soccer. Culture Soccer. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 juin et nous voilà en pause en MLS parce que bien évidemment c'est la pause internationale et la plupart des joueurs à travers la planète ont répondu à l'appel de la nation. Et c'est la même chose ici en MLS. Les joueurs sont allés jouer avec leurs équipes nationales et certains d'entre eux sont partis répondre à leurs obligations et participer à l'Euro 2020, ou plutôt l'Euro 2021. On va en parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui à l'animation Adi Raphaël, je suis rejoint par mon collègue et mon ami Antoine Latran. Salut Antoine, ça va bien? Hello, vas-y, ça va. En Europe, ici, on se prépare pour cette compétition. Ben Euh, oui. ouais, c'est assez marrant. La hype n'était pas du tout là il y a 1 ou 2 semaines. Et là, ça prend petit à petit. On voit que les gens sont pas trop au courant encore, mais ça prend petit à petit. Ah oui, c'est sûr. Après, il ne faut pas oublier aussi que c'est quand même une édition un peu spéciale avec un euro qui se joue à travers, pas juste dans un seul pays, mais dans plusieurs pays. Donc, ça fait un peu bizarre. C'est une édition un peu bizarre. D'habitude, on a l'habitude d'avoir une compétition qui se déroule dans un seul pays, puis il y a une hype énorme dans le pays où ça se joue. Cette fois-ci, c'est un peu partout en Europe. C'est pour ça aussi, tu penses qu'il n'y a pas ce gros hype autour de cette compétition? Oui, puis je crois que il y a eu beaucoup de foot qui dans un calendrier très, très resserré. Et finalement, il y a eu très peu d'échéances internationales ces derniers mois. Donc, les gens ont un peu oublié, je pense, les compétitions nationales. Mais heureusement, au niveau de la France, en tout cas, il y a le retour de Karim Benzema qui fait regagner un intérêt pas mal à cette compétition. Mais les dernières audiences de matchs de l'équipe de France, c'était pas dingue. Et heureusement, voilà, avec Benzema, il y a tout un narratif derrière. Et là, on sent que les gens commencent à s'intéresser à la compète, en tout cas dans le pays. Ben, en tout cas, on n'est plus qu'à 5 jours du début de la compétition. Donc, si maintenant il n'y a pas de hype, il n'y en aura jamais. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais parlons de MLS. En premier, on va parler de l'actualité en MLS avant de revenir sur ce sujet et des joueurs de la MLS appelés dans les équipes nationales et européennes. Ça va être un de nos sujets. Mais en premier, je pense qu'il y a de l'actualité. Il faut parler de cette actualité en premier parce que c'est ce qui nous importe le plus. On commence en premier par la nouvelle signature de Charlotte FC. Pour ceux qui ne se rappellent pas, Charlotte FC, c'est une équipe d'expansion qui devrait faire ses débuts l'année prochaine, en 2022. Grosse nouvelle aujourd'hui même, qui vient tout juste d'être annoncée. Le latéral gauche autrichien Christian Fuchs vient tout juste de signer un contrat avec Charlotte FC. Bon, il a présentement 35 ans, il aura 36 ans l'année prochaine en tant que latéral gauche. On a comme l'impression que c'est un peu une recrue version 2014-2015 de la MLS, mais n'empêche, c'est quand même tout un joueur, n'est-ce pas, Antoine? Ouais, ça. En plus, c'est un mec qui pourra jouer peut-être en centrale, à mon avis, quand il commencera à Charlotte. Après, c'est un peu étrange parce que c'est pas un mec. Je sais pas s'il est si connu que ça pour un mec de Charlotte. Quand on est une expansion, ce genre de joueurs, on va les chercher soit parce qu'ils sont bons et que ça va faire venir des gens au stade parce que l'équipe marche bien, soit parce que le mec a un nom qui résonne. Et je sais pas si Christian Fuchs est assez connu mondialement pour ramener des gens au stade. Mais en tout cas, ouais, à 35 ans, c'est vrai que ça fait 2, 3 saisons qu'on parlait de lui en MLS et c'est surprenant de le voir arriver que maintenant à Charlotte. Mais voilà, c'est bien. Charlotte se construit un effectif pour la saison prochaine. Oui, exactement. Ils se construisent un effectif. Après, bon, Christian Fuchs, c'est quand même international autrichien avec 78 apparitions sous le maillot autrichien. Latéral gauche, c'est un des grands artisans du titre de Leicester City en Premier League, le fameux titre de Leicester City. Il était excellent lors de cette année-là. C'est quand même un joueur, oui, c'est sûr, on n'est pas au niveau de Messi et Ronaldo, bien évidemment, ou bien de Nani, ou bien de ces joueurs-là qu'on a l'habitude, ou Chicharito, mais ça reste quand même un joueur, pour ceux qui suivent un peu le foot européen, un joueur quand même qui a une certaine réputation. Après, oui, tu as raison, c'est pas une grosse star sur laquelle tu vas vendre tes billets de saison. Hein. Je suis entièrement d'accord avec toi. Après, moi, je trouve ça quand même un peu bizarre que je regarde un peu ce que Charlotte est en train de faire parce que c'est leur deuxième joueur, je pense, jusqu'à présent. Ils ont signé Mhm. Sergio Ruiz de Las Palmas aussi en deuxième division espagnole. Il est reprêté maintenant en deuxième division. Donc, oui, bon, ils sont partis faire leurs petits achats. Après, on va voir ce que ça va donner pour l'année prochaine. Mais Il y je a te... aussi, Oui. il y a aussi Brandt Bonico là, qu'ils avaient pris
à Chicago, Ouais. mais qui joue là en USL en prêt, mais qui devrait être pour la saison d'expansion. Ouais, effectivement. Bon, après, Brunico, c'est pas non plus non, Non. la grosse signature. Après, il y en a d'autres, hein, on va pas tous les nommer. En fait, je vais les nommer tous, ils sont 5. Il y a McGree aussi, un Australien aussi qui a été signé en milieu de terrain. Et puis, un défenseur polonais, Jan Sobocinski, qui sera là aussi avec Charlotte FC l'année prochaine. On verra ce que ça va donner, mais très sincèrement, parmi tous ces joueurs-là, celui qui résonne le plus, c'est Christian Fuchs. Et ça reste un joueur que je pense, comme j'ai dit, je pense que quand même, la plupart du monde savent un peu c'est qui, sans que ce soit la grosse star, comme tu l'as dit. La deuxième nouvelle, et je pense que ça, c'est la nouvelle qu'on attendait le plus, qu'on attendait vraiment beaucoup, c'était la décision du comité de discipline de la MLS par rapport au défenseur Derek Williams, qui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, a vraiment été l'auteur d'un attentat, mais vraiment littéralement un attentat criminel, si vous voulez, contre les Earthquakes de San Jose. Non, c'était avant, contre les Portland Timbers. Et tout le monde, il a eu un carton rouge, bien évidemment, et tout le monde attendait un peu la sanction parce que il fallait que la MLS donne un sorte d'exemple pour ce genre d'attentat, ce genre de faute quand même assez grossière. Et finalement, la MLS a répondu, je pense, de la bonne façon, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. La MLS a donné 6 matchs de suspension pour Derek Williams. Bon, il a déjà été suspendu pour un match, qui est le match du 29 mai contre les Earthquakes. Il sera suspendu pour les matchs du 19 contre Seattle, le 23 contre Vancouver, le 26 juin contre les Earthquakes de nouveau, le 4 juillet contre Kansas City et le 7 juillet contre le FC Dallas. Est-ce que pour toi, c'est une sanction méritée et justifiée? Oui, je trouve que c'est un bon compromis qu'a trouvé la Ligue. C'est beaucoup de matchs dans cette petite saison tout de même, et c'est en même temps euh, pas trop. C'est-à-dire que bon, c'est un attentat à ce qu'il a fait, mais on peut aussi. Enfin, il n'y allait pas non plus, je pense. C'était pas prémédité avant le match, quoi. C'était une erreur pendant le match sur un coup de tête. Et c'est un bon, je trouve, un bon milieu par la Ligue. C'est, je crois, la seconde plus grande suspension que la Ligue ait donnée, donc c'est assez important. Mais ça montre qu'elle ne laisse pas impunément les joueurs avoir ce genre de réaction, parce que c'était vraiment n'importe quoi. Le geste, je l'ai dit, il est vraiment dangereux. Et il a été dangereux, et c'est bien, le Galaxy n'a pas fait appel ni rien. Donc, ils ont accepté la décision, ils l'ont prise, et ça apprendra un peu à des Williams qui restaient voilà, sur des bonnes performances à se calmer un petit peu. Ouais, exactement. Je pense que beaucoup attendaient une grosse suspension. On ne va pas dire qu'elle est trop grande parce qu'elle n'est pas trop grande, la suspension donnée par la MLS. Je pense qu'elle est vraiment juste. Très sincèrement, moi, j'aurais ajouté peut-être 1 ou 2 matchs de plus parce que, très sincèrement, avoir le geste, oui, c'est sûr. J'espère bien que le gars n'est pas criminel et qu'il n'a pas vraiment, c'était pas prémédité, comme tu l'as dit. J'espère bien parce que sinon, on a un gros problème. Il devrait aller en prison si c'est le cas. Mais non, mais on ne peut pas se permettre à ce niveau-là euh, de vraiment de pas avoir, de pas sentir qu'un certain geste peut faire autant de mal. À ce niveau, tu devrais Ouais. être capable de te retenir et de contrôler ton corps et de contrôler tes réflexes pour que ce genre d'action n'arrive pas, en fait. C'est aussi simple que ça. Surtout que Candy Polo va pas avoir de saison, quoi. Enfin, je crois que sa saison est terminée. Oui, Euh, effectivement. ça. Effectivement. Et j'ai vu par contre qu'il a aussi une amende d'Eric Williams. Donc voilà, on connaît pas la quantité de cette amende, mais il y a aussi ça. Il va perdre pas mal d'argent sur ce tac en tout cas. Mais voilà, ouais, enfin, un geste débile et puis une bonne conclusion, j'imagine, avec cette amende et cette suspension. Oui, effectivement. Je pense que c'était la bonne chose. Je vous conseille d'aller voir de nouveau, ceux qui ne savent pas c'est quoi, vraiment un geste de karatéka, je pense, de la part de Derrick Williams. En tout cas, c'est sûr que si jamais il était en train de passer un test, il aurait eu sa nouvelle ceinture ou la nouvelle couleur de ceinture en karaté. Donc, bon, bref, très content de la décision de la Ligue. Donc, ça, c'est, je pense, 2 nouvelles qu'on voulait vous annoncer avant de rentrer dans le vif du sujet. On va parler de ces joueurs à l'Euro et après, je pense qu'on va pouvoir parler un peu
du match des États-Unis, la demi-finale des États-Unis en Nations League. Tu nous en parleras un peu, toi, Antoine. Mais commençons en premier par ces joueurs appelés à l'Euro 2020. Donc, je vais les nommer en premier, puis on va parler, je vais nommer le joueur, puis on va parler un peu de son équipe, où est-ce qu'on pense qu'il peut aller. Et lui, ce joueur-là, quelle qualité il a, qu'est-ce qu'il apporte à cette équipe-là. Donc, on commence en premier avec Chicago. Chicago qui a eu un joueur appelé avec Przemysław Frankowski, avec la Pologne. Tu penses quoi du joueur de Frankowski, l'ailier droit de Chicago? C'est un joueur qui, bon, a peut-être pas tout cassé en MLS, mais c'est quand même un bon joueur qui est capable quand même d'amener du danger sur l'aile droite, non? Ouais, c'est un des rares joueurs qui peut faire la différence à Chicago, qui a un effectif, je trouve, pas forcément mauvais, mais techniquement assez limité. C'est un des rares qui peut dynamiter sur le côté. Frankowski, il est très dangereux, assez rapide, il combine bien. Enfin, Chicago a eu un peu de mieux l'année dernière avec Robert Beric, mais Frankowski a souvent un petit peu caché par rapport à Beric, alors que c'est vraiment un très bon joueur. Il a, enfin, franchement, il a fait. La première saison était un peu plus compliquée, mais tu avais d'autres gros joueurs aussi à Chicago qui peut-être le cachaient. Mais là, cette saison, il revient bien. Et ouais, non, franchement, joueur solide, pas trop vieux en plus, rapide. Enfin, un bon joueur de MLS. Ouais, effectivement, un très beau joueur de MLS. Et quand tu y penses, tu as dit pas trop vieux, c'est un joueur qui a juste 26 ans, hein, donc pas seulement pas trop vieux, mais vraiment dans la force de l'âge. Après, il faut dire qu'il va se régaler aussi, hein, Frankowski, avec ses centres, quand il sait que dans la boîte, tu auras Robert Lewandowski ou bien Arkadiusz Milik ou bien des joueurs de cette trempe-là. Ce serait bizarre qu'il n'ait pas, en tout cas s'il joue, ce serait bizarre qu'il n'ait pas deux ou trois passes décisives sur son tableau de bord, non? Bah, c'est clair, ouais, surtout avec Lewandowski. Enfin, c'est le meilleur numéro 9 du monde, peut-être en ce moment. Donc, c'est sûr. Je ne sais pas si Frankowski jouera énormément de matchs, mais en tout cas, c'est sûr que dès qu'il sera sur le terrain, son but sera vraiment de nourrir Lewandowski en ballon. Oui, effectivement. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Je doute très, très fort qu'il soit titulaire au sein de cette équipe parce qu'effectivement, il y a beaucoup de qualité au sein de l'équipe polonaise. Il y a certaines personnes qui sont prêtes à parier que cette équipe pourrait remporter l'Euro. Après, bon, Mm. ça, c'est autre chose et c'est dans d'autres épisodes, en tout cas, dans d'autres podcasts qu'on vous parlerait de l'Euro. Nous, ici, on parle d'Amérique du Nord. On passe au prochain joueur. Écoute, c'est un joueur beaucoup moins connu. Très sincèrement, je ne l'ai pas encore vu jouer. C'est le joueur de Dallas, le Hongrois. Excusez-moi, je vais complètement détruire son nom, mais Sabols Sean, on va l'appeler comme ça. Donc, je ne sais pas ce que tu peux nous dire un peu de ce joueur-là. Moi, sincèrement, je ne le connais pas trop. Est-ce que tu penses que c'est un joueur sur qui qui va avoir des minutes du côté de la Hongrie? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce style de joueur-là? Ouais, enfin, pas des masses. Pareil, c'était un mec que je connaissais pas beaucoup quand on l'a vu. Et en fait, je crois que je l'ai jamais vu jouer avec l'Ajax. L'Ajax, avec Dallas. Les deux seuls matchs qu'il a fait, je les ai pas vus. Après, apparemment, j'ai vu Léo, qui gère la page de Dallas, tweeté un peu dessus. Apparemment, il est quand même rapide et il est dangereux. Il a fait son petit bout de chemin à Budapest quand même en étant titulaire les deux dernières saisons. Il a seulement 20, là, il a 20 ans, hein, donc il a commencé à être titulaire en 2019, donc il était déjà assez jeune. Par contre, il n'a pas encore de sélection en équipe hongroise. Donc, à voir, j'imagine que c'est plus un mec qui est là pour être dans le groupe de 26, mais tu sais, pour les places, pour peut-être jouer des bouts de match au cas où, mais j'ai pas l'impression qu'il soit là pour être titulaire. Ouais. Euh, Après, le fait qu'il soit parti de Budapest pour jouer à Dallas, c'est sûr que ça. Bon, voilà, j'imagine que la Hongrie, ils pensent aussi que leurs joueurs, il faut qu'ils aient joué dans les meilleurs championnats d'Europe. Mais il a peut-être un peu grillé ses cartes à ce côté-là. Mais voilà, comme il vient d'arriver à Dallas, c'est un peu compliqué à dire. Tu sais, très sincèrement, quand tu regardes un peu sa feuille de route, tu as parlé de Budapest, mais aussi c'est quelqu'un qui a joué avec les équipes de jeunes de l'Ajax. C'est pour ça que tu as dit l'Ajax plus tôt, je Ouais. suppose. Donc, quand tu es passé dans les académies de l'Ajax, puis tu arrives en post-formation un peu à Dallas, ça veut dire que tu fais quelque chose de bon. On s'entend, parce que Dallas adore recruter des jeunes joueurs. Et la plupart des jeunes joueurs qui recrutent sont quand même, qui forment d'habitude, mais même ceux qui recrutent, les jeunes de 20 ans, c'est des joueurs qui quand même se développent assez facilement du côté de Dallas. Donc,
j'espère que ce sera un bon joueur. C'est un attaquant, plus un attaquant de couloir, donc un ailier si vous voulez. Mais je pense, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va être un joueur qui va faire partie un peu de l'effectif, qui est là pour emmagasiner de l'expérience dans un tournoi comme ça. Il est là, il n'est pas là pour faire le nombre, non, mais il est là pour apprendre à vivre ce genre de compétition-là. Et je pense que c'est important pour l'avenir du côté de la Hongrie. Après, c'est possible qu'il joue des minutes ici et là, et ce serait intéressant à voir. D'un autre côté, dans cet effectif hongrois, on a un autre joueur de MLS, en fait, de l'Union de Philadelphie. Alors lui, on l'a sûrement pas vu jouer parce que il vient tout juste d'arriver en MLS. Il vient tout juste de signer avec l'Union de Philadelphie. C'est Daniel Gazdag. Donc, je ne sais pas si tu sais quelque chose sur ce joueur-là, parce que moi, sincèrement, il a joué un match avec Philadelphie, puis je ne l'ai pas vu ce match-là. Ouais, Est-ce non, que... ça, Ouais, ouais. vas-y. Un numéro 6, on l'a pas vu pour combien il a été signé, mais il a été signé pour 2 ans, avec une option pour 2 ans, à 25 ans. Donc, c'est un mec enfin, avait vraiment voulu investir et je pense qu'il jouera un rôle majeur dans les prochaines années. Il y a les rumeurs qui disent que c'était environ 2 millions de dollars. Donc, voilà. Il devrait être assez présent dans cet effectif. Au milieu de terrain, comme je disais, numéro 6. Et bon, après, le problème, c'est que cette Hongrie, elle tombe dans un groupe un peu compliqué, hein. On n'en a pas encore parlé, mais c'est un groupe entre le Portugal, la France et l'Allemagne, donc c'est pas facile pour eux. Mais on va voir s'il pourra grappiller aussi des minutes en sélection. Il a l'air d'être, il a 6 sélections. Il n'y en a pas encore, enfin, ces dernières étaient en 2019, mais voilà, il y a moyen qu'il il grappille quelques minutes. Et ouais, déjà, il va falloir qu'ils se battent à Philadelphie, parce qu'il y a du monde au milieu. C'est pas un milieu de terrain facile dans lequel il est facile de s'imposer, mais ouais, apparemment, c'est un vraiment bon joueur. Ouais, en tout cas, d'après ce que moi j'ai vu, c'est plus un milieu offensif et non pas un milieu défensif. Ouais, c'est un milieu offensif qui joue un peu en sorte de numéro, soit relayeur, soit en tant que numéro 10. Donc, il Mhm. serait là, si on va regarder par exemple Philadelphie, c'est Montero qui était en train de jouer un peu plus haut. Dans le 4-4-2 diamant, puis je pense que Gazdag va venir un peu remplacer un peu Montero qui va retrouver son poste de milieu relayeur en fait. Donc ce sera plus ça. Après bon, son rôle en Hongrie, c'est pas quelqu'un qui a eu beaucoup, qui a joué beaucoup de matchs avec l'équipe nationale. Il a juste, je pense, été appelé 6 fois. Oui, c'est ça, 6 fois pour un but avec l'équipe nationale. Il a 25 ans. C'est intéressant. Je ne l'ai pas vu jouer encore à Philadelphie. Il a joué juste un match, je pense, en tant que remplaçant. Je ne pense même pas qu'il a été titulaire dans ce match-là. Je suis curieux de voir ce qu'il va donner. C'est un peu. D'habitude, on voit la MLS pour voir ce qui va se passer en euro. Puis à l'euro, là, je sens que je vais voir l'euro pour voir ce qui va se passer en MLS. Ça va être un peu ce point de vue-là. Mais tu as complètement raison quand tu dis que la Hongrie, ça va être très difficile. Son groupe, ça va être effectivement très, très, très difficile. Tu l'as mentionné, son groupe. Et voyons voir si Gazdag va jouer un rôle dans ce groupe-là. On passe au prochain. Je vais parler des prochains joueurs, qui sont les joueurs finlandais. Il y en a 3 des joueurs finlandais de la MLS qui vont rejoindre l'équipe nationale finlandaise qui dispute sa première compétition majeure. On a en premier 2 joueurs de Minnesota qui sont Jukka Raitala et Robin Lod. Et il y a un joueur du CF Montréal qui est Lassi Lapalainen. Est-ce que ces 3 joueurs-là, tu penses qu'ils vont avoir leur place, ils vont avoir des minutes du côté de la Finlande? Et est-ce que tu peux nous parler de ces 3 joueurs-là? Ouais, alors la Palainen, je pense que c'est surtout toi qui vas pouvoir en parler plus que moi, mais en tout cas, pour ce qui est des 2 de Minnesota, Yann Gregouche, c'est un joueur que j'adore, un milieu de terrain qui est vraiment solide. Il a 30 ans, donc il n'est pas trop vieux. Il a une grosse expérience en Europe. Il est allé chercher à Copenhague, Minnesota. Et une grosse expérience aussi Oula, pourquoi je parle de Yann Grigouche? Pardon. Je ne sais pas pourquoi tu parles de Grégouche, Ouais. mais c'est pas grave. Tu peux parler de Non, Grégouche, c'est un autre joueur qui a appelé avec la Slovaquie, c'est pour ça, je suis donc tombé dans mes aussi. notes. Robin Lod, c'est ça que je voulais dire, l'autre Minnesota, du coup, qui joue pour la Finlande et qui est un ailier assez bon. L'année dernière, il a même joué un peu en faux neuf. C'est un peu compliqué parce qu'il est arrivé, enfin, il a très bien performé avec Minnesota l'année dernière. Mais cette saison, il a un peu de plus de mal, comme toute l'équipe. Il joue sur un côté, il est assez petit, il est assez technique. J'aime bien ce joueur parce enfin, il est très bon dans la passe. Et c'est pour ça l'année dernière, quand il avait joué en faux neuf, ça n'avait pas marché à tous les coups, mais
on voyait qu'il avait cette capacité à donner la passe D quand il fallait. Et avec la Finlande, 42 sélections. Donc, c'est un membre assez important de cette équipe. Et il a aussi joué en Europe, pas mal voyagé, à Panathinaikos, à Riron. Voilà. Donc, c'est un joueur d'expérience, le Linode. Ouais, franchement, Minnesota, c'est pas forcément le titulaire indiscutable parce que parfois il n'est pas en 11, mais c'est quand même un titulaire important de cette équipe. Ouais, effectivement, c'est ça. Et tu l'as dit, il a joué un peu plus en faux neuf, mais c'est un ailier gauche d'habitude. Bon, il est capable de jouer aussi à droite. Mais c'est un joueur, écoute, si tu regardes un peu avec Minnesota, présentement, c'est quand même 6 matchs, 2 buts, 2 passes décisives déjà. Donc, il est décisif. Bon, il faut dire que Minnesota ne va pas très bien présentement. Donc, le fait d'être décisif dans une équipe qui ne va pas très bien, je pense que c'est une bonne chose. Après, c'est pas un mauvais joueur. C'est pas un mauvais joueur. C'est d'habitude quelqu'un qui a du mal à finir, mais sauf qu'il propose quand même de belles choses. Il fait de belles courses. Je trouve que c'est un joueur intéressant. Est-ce qu'il va être titulaire du côté de la Finlande? Non. Je serais très surpris s'il l'est. Mais par contre, il va jouer des matchs, ça c'est sûr. Si c'est pas en tant que peut-être des fois titulaire ou bien en sortant du banc, il sera là. Sinon, il y a Jukka Raitala. Jukka Raitala, c'est intéressant parce que c'est un joueur qui faisait partie du CF Montréal ou de l'Impact Montréal l'année passée, qui a toujours joué en tant que latéral gauche. À Montréal, il a joué parfois en tant que défenseur central et en sélection, il joue comme défenseur droit. Donc, allez comprendre. Mais c'est un joueur qui est capable de jouer à ces 3 postes-là. Écoutez, Raitala, on va l'appeler, c'est un peu le joueur qui est un peu constant. Il ne va jamais être extraordinaire. Il ne va jamais sortir des matchs de ouf. Il ne va jamais venir marquer des buts. Il ne va jamais apporter cette grosse... il ne va jamais faire ce gros match. Par contre, c'est un joueur sur lequel tu peux compter, qui fait très rarement des erreurs. Très, 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 très rarement des erreurs. Pour un défenseur, c'est extrêmement important. Si jamais il joue à droite, il faut s'attendre à ce que la Finlande n'attaque pas de la droite. À part si la Finlande finit par jouer à une défense à 3, ce que j'ai vu lors des matchs de préparation, à ce moment-là, Jukka Raitala jouera un de ces postes-là, des 3 défenseurs centraux. Il peut être très, très bon. Donc, le fait de pouvoir jouer à plusieurs positions, je pense, font de Raitala un joueur extrêmement important de cette équipe nationale de la Finlande. Tu ne trouves pas? Oui, bien sûr, et j'avais vu en plus qu'il avait été un peu titulaire sur les derniers matchs avec la Finlande. En plus, c'est un joueur expérimenté, il est bon, mais j'ai l'impression aussi oui, que les fans de Montréal n'étaient pas forcément très tristes quand il est parti. C'était pas enfin, ils n'en étaient pas très attristés. Et, oui, comme tu dis, voilà, c'est un peu comme Daniel Lovitz, l'ancien de Montréal, c'est un peu ce genre de joueur qui ne C'est sont un pas. peu différent. C'est un peu différent pour Montréal, excuse-moi. C'est un peu différent pour Montréal. Il ne faut pas oublier que c'est un joueur international à Montréal. Donc, les places internationales pour les clubs canadiens, ça vaut très, très cher. C'est très important. Et la plupart des fans de Montréal trouvaient que c'est dommage qu'un défenseur, aussi bon soit-il, qu'on utilise une place internationale pour un défenseur qui n'apporte rien offensivement. D'un autre côté, il avait un gros salaire du côté de Montréal, au-dessus de 300 000 $, ce qui est quand même beaucoup pour la MLS. Et pour ce qu'il a amené sur le terrain, comme je l'ai dit, c'est pas un gars flamboyant. Donc, c'est plus pour ça que Montréal n'était pas très malheureux de le voir partir. Mais ça reste quand même vraiment une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Excuse-moi, Antoine, je t'ai interrompu, mais... Non, mais ouais, en fait, c'est pour ça que je compare à Lovitz, c'est que c'est le genre de joueur qui est un peu à valeur sûre en MLS et qui est stable, mais qui va pas faire des miracles non plus, quoi. Qui va être là et qui décevra rarement, mais qui sera jamais éblouissant. Mais c'était un peu pour ça que j'allais, parce que le fait qu'il s'était passé à Montréal aussi sur les côtés de la défense. Mais non, ouais, c'est un joueur qui devrait jouer son lot de minutes avec cette équipe de Finlande. Et c'est plutôt cool parce que la Finlande aussi a un groupe un peu ouvert derrière la Belgique. Donc on pourra peut-être le voir un petit peu les tours après. Ouais, écoute, je serais très, très surpris que, que la Finlande passe ce tour parce que quand même le Danemark, c'est une énorme équipe cette année, je pense. Donc, on verra. Mais ce serait intéressant. Déjà, écoute, ils sont là pour apprendre, les Finlandais. Ils sont vraiment là pour apprendre. Première compétition internationale de leur histoire. Donc, voilà, on verra ce que ça va donner. On va voir si nos joueurs de la MLS vont avoir des minutes du côté de la Finlande. Ce serait intéressant
si c'est le cas, le troisième donc, joueur de cette Finlande, c'est Lassi Lapalainen. Donc, tu m'as dit que c'est moi qui devrais en parler, donc je vais le faire. Donc, Lassi Lapalainen, un joueur du CF Montréal présentement. C'est d'habitude un ailier gauche. Le problème de Lassi Lapalainen, c'est que il est très rapide, il est très intéressant, il est jeune. Par contre, Lapalainen a du mal à jouer sur son pied gauche. Donc, quand tu joues en tant qu'ailier gauche, la plupart des défenseurs de la MLS ont su que Lassi Lapalainen 9,9 fois sur 10, quand il arrive en face à face, proche de la boîte, il va couper vers la droite, il va essayer de rentrer, il va essayer d'enrouler une frappe. C'est presque à chaque fois ce qu'il fait. Donc maintenant, à MLS, les joueurs adverses ont compris ça. Donc tout le monde lui ferme le côté droit. Donc, et lui, à ce moment-là, soit il se prend les pinceaux, soit il finit par donner une passe en retrait parce qu'il n'est pas capable d'aller sur la gauche et de centrer de son pied gauche qui est quand même très, très faible. Donc ça, c'est le gros problème de Lassi Lapalainen. À Montréal, il est souvent en train de jouer en tant que piston gauche dans un système en 3-5-2. C'est quand même pas mal, mais encore une fois, on a toujours ce problème où malheureusement, il ne s'est pas centré, et ce qui est très mauvais quand tu es piston. Donc voilà. Maintenant, avec la Finlande, il a joué dans un match amical il n'y a pas très longtemps en tant qu'ailier droit. Ce qui quand même peut être très intéressant parce que ça lui permet de beaucoup centrer et d'aider un peu plus de ce côté-là parce que, comme je l'ai dit, même si jamais il essaie d'aller vers la gauche, il ne va pas pouvoir tirer du pied gauche parce qu'il n'a pas de pied gauche. Donc, c'est un peu difficile de ce point de vue-là. Mais par contre, c'est un joueur très rapide qui, en contre-attaque, même si jamais il fait toujours cette fameuse feinte pour aller vers la droite et enrouler, ça peut toujours faire mouche quand tu es en pleine contre-attaque. Et ses attributs, ses atouts, en fait, c'est vraiment sa vitesse. Et c'est ça qui est très intéressant. Après, je ne sais pas combien il sera titulaire dans cette équipe finlandaise. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Lassi? Non, je suis assez d'accord avec toi, rapide, assez technique en plus, mais tu as raison, il fait que des robens un peu, ouais, de rentrer à l'intérieur pour essayer de tirer enroulé, mais c'est vrai que ça marche plus ou moins. Et comme tu l'as dit, j'ai pas l'impression qu'il joue titulaire souvent avec cette équipe, mais il va peut-être rentrer en cours de match et là, il peut être intéressant. En tout cas, ça va être cool pour les fans de Montréal déjà de voir que, enfin, c'est cool de voir tous les pays nordiques, de toute façon, de voir qu'ils sélectionnent des joueurs de MLS. Mais pour Montréal, ça va être cool de voir jouer cet été un petit peu. Et puis peut-être que ça va lui donner un boost de confiance si jamais il y a des bons résultats. Oui, effectivement. En tout cas, on verra, mais il faudra voir comment il sera utilisé par Kanerva, le sélectionneur Parce qu'on finlandais. ne l'a pas dit, mais il a quand même 22 ans, donc il n'est pas trop vieux non plus. Et ça peut, justement, c'est le genre de truc qui peut changer un peu une carrière si jamais c'est une bonne expérience. Exactement, exactement. Ça peut être très intéressant pour lui personnellement, et aussi pour Montréal, parce qu'on s'entend que Montréal, maintenant, il a plus tendance à vouloir ramener des joueurs jeunes pour les vendre et faire un peu d'argent et un peu augmenter un peu son pouvoir d'achat pour ramener d'autres joueurs. Pas du trading, mais beaucoup plus pour un peu ramener un peu plus de revenus du côté de Montréal, ce qui pourrait bien aider à développer le club un peu plus. Donc voilà pour ce qui est de Lapalainen. Et le dernier, donc le septième joueur, il y en a juste septième joueur appelé à l'Euro. Tu en as déjà parlé un peu brièvement, donc je vais te laisser continuer. C'est Jan Gregush de Minnesota aussi. Donc, il y a un milieu défensif. Je te laisse parler de lui. Un très bon joueur, n'est-ce pas, Antoine? Ouais, et puis il y a aussi Albert Rushnak, non? Non, Rushnak n'a pas été Okay. sélectionné. Non, il n'est pas dans le groupe. Le pauvre. Mais ouais, en tout cas, pour ce qui est de Yann Gregus, comme je disais, super milieu de terrain, expérimenté. 30 ans de Minnesota, il a 35 caps avec la Slovaquie. C'est un super bon joueur, franchement. À Minnesota, il est arrivé un petit peu sur la pointe des pieds parce qu'on ne connaissait pas trop comme de bon nombre de joueurs avec eux. En plus, il était censé être joueur désigné, mais on ne connaissait pas trop, il avait l'air vieux. Et finalement, dans un milieu de terrain, que ce soit avec Alonso ou avec d'autres joueurs, il est serein, stable. C'est pas celui qui va, comme Alonso, qui va aller chercher les ballons en courant partout, mais c'est celui qui va être posé, bien lire les trajectoires de balles. Et pour le coup, c'est un vrai bon joueur qui a l'air de jouer avec cette équipe de Slovaquie. Donc, vraiment, franchement, un mec qu'il faut avoir à l'Euro dans une équipe qui n'est pas forcément la meilleure, mais peut-être que justement, ce rôle de récupération, il aura beaucoup d'opportunités de se montrer. Ouais, écoute, moi, je trouve que c'est un des joueurs les plus sous-évalués de la MLS, pour moi, Yann Gregush.
Je le trouve vraiment très, très bon. Une grosse frappe, une énorme frappe, Mhm. ce qui est, je pense, peut créer beaucoup de danger. Et je pense que c'est un joueur, je ne suis pas expert de la Slovaquie non plus, mais je pense que c'est un joueur qui pourrait facilement être titulaire dans cette équipe-là. Je ne dis pas que l'équipe est mauvaise, au contraire, mais je pense que lui est vraiment très, très bon. Il a 35 sélections avec l'équipe nationale. Il est un peu dans la moyenne des joueurs sélectionnés. Donc, voilà, je pense que c'est quand même une arme forte qui est capable de faire beaucoup de bien, je pense, dans ce milieu de terrain slovaque. En Donc, plus, Minnesota a une saison vraiment pas fou. Et donc, cette pause-là va faire du bien. Et peut-être que lui, ça va justement lui faire regagner un peu de confiance. ouais, c'est ça, exact. Après, bon, Minnesota s'est un peu rattrapé dernièrement, mais oui, effectivement, un mauvais début de saison pour Minnesota. Donc voilà. Après, ce qui est intéressant avec Grigouche, c'est qu'il va pouvoir aider. Je suppose que du côté de la Slovaquie, on va voir beaucoup Marek Hamšík, comme d'habitude, jouer un peu le maître à tout faire de cette équipe slovaque. Peut-être le fait que Grigouche soit dans l'alignement, il va pouvoir un peu l'aider un peu au milieu de terrain à un peu créer des choses parce qu'il est capable de créer aussi, pas en tant que numéro 10, mais en jouant un peu plus en retrait, peut-être rediriger un peu quand Hamsik est un peu trop pris, rediriger un peu sur les ailes et un peu distribuer le ballon à droite et à gauche. Ça peut être intéressant. Et aussi, il est capable aussi de percuter. Donc, ça peut être comme quelque chose d'intéressant, un joueur très intéressant à avoir pour la Slovaquie. Donc voilà, c'est donc 7 joueurs qui font partie de cet Euro 2020 de la MLS. Tu as parlé un peu plus tôt de Albert Rouchnak. Effectivement, Rouchnak, le joueur de Real Salt Lake, aurait pu faire partie de cette équipe nationale slovaque. Il a été dans le groupe préliminaire, mais malheureusement, il n'a pas été dans le groupe final. Ça aurait pu être aussi le latéral de Chicago, Sekulic, qui est aussi plusieurs sélections en Slovaquie qui n'a pas été appelé. Après, il y en a d'autres. Il y en a d'autres des joueurs de la MLS qui auraient pu être appelés dans ces équipes. On va les nommer. On va nommer certains d'entre eux. Des joueurs comme par exemple Alexander Rink du côté de la Finlande qui joue à Austin FC maintenant, qui est le capitaine de Austin FC. Surprenant de ne pas le voir dans cette équipe finlandaise. Après, il y a le Polonais qui a déjà joué l'Euro 2016 avec son équipe, le gardien de Cincinnati, Przemysław Titon, qui n'est pas sélectionné, mais bon, ça, on peut le comprendre un peu plus. Sinon, du côté de la Suède, tu as 2 joueurs, je pense que. Est-ce que la Suède n'a pas vraiment un œil sur la MLS pour regarder les performances de Adam Lundqvist du côté de Houston ou bien de Anton Tinnerholm du côté de New York City FC, qui est selon moi un des meilleurs latéraux droits de la MLS? Pour On défendre a... la Suède, pour le coup, ils avaient un œil sur la MLS, puisque Svensson était capitaine de la Suède quand il était à Seattle. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, c'est un peu étrange pour le coup qu'ils aient pas pris Timmerman, qui est un des meilleurs défenseurs de la MLS. Ouais, effectivement. Et en plus, c'est pas comme s'ils avaient énormément de joueurs en tant que latéraux droit. Je pense que le meilleur joueur, si je me trompe pas, là, je suis pas non plus un expert du côté de la Suède, mais je pense que leur meilleur latéral droit, c'est Michael Lustig qui a déjà 34 ans. Donc, ça aurait peut-être été intéressant d'avoir aussi Tinnerholm. Bon, il y a d'autres joueurs aussi qui ont été je ne vais pas dire ignoré, mais qui aurait pu être sélectionné, comme Daniel Royer du côté de l'Autriche, qui aurait pu être aussi sélectionné, mais bon, c'est pas quelqu'un qui a été souvent sélectionné dernièrement, donc je peux comprendre ça. Et après, le plus grand, celui que je pense que étant toi-même français, ça t'aurait pas étonné de voir de nouveau Blaise Matuidi du côté de l'équipe de France, sachant que oui, il est plus vieux, mais on connaît un peu Didier Deschamps, le sélectionneur, qui a toujours l'habitude d'appeler son même groupe. Donc, ça ne m'aurait pas étonné de voir une certaine continuité en appelant de nouveau Blaise Matuidi, malgré ses prestations en dents de scie du côté de l'Inter Miami. Est-ce que c'est quelque chose qui t'aurait choqué si jamais Matuidi avait été appelé? Franchement, ça m'aurait choqué. Ouais. J'aime beaucoup Matuidi et voilà, j'ai pas craché sur la MLS, mais c'est pas mon genre, mais c'est juste qu'il y a tellement de gens au milieu de terrain qui sont assez, en fait, qui sont bons que tu vas pas aller chercher un mec qui joue en MLS et qui a l'âge 34-35 ans, c'est un Matuidi, je crois. Euh, Ce serait un peu idiot de passer cette opportunité d'aller chercher des jeunes, enfin, il prendrait une place dans l'effectif qui n'est pas nécessaire. Je pense que quand il est parti à Miami, il a tout de suite compris que même si on avait dit, apparemment Deschamps lui a dit je continuerai à sélectionner s'il y a de la place, mais clairement, quand il est parti, il savait qu'il y avait des jeunes qui allaient rentrer dans cette équipe de France, qui a un milieu de terrain assez compétitif. J'y croyais pas trop perso. Je pense qu'il y a eu des blessures, c'est comme Gignac en 2016, quand il était au Mexique.
il arrive en équipe de France parce qu'il y a des blessures et parce qu'il y a la place pour un attaquant en plus. Et ben, je pense que ça aurait été la même chose pour Matuidi. Mais comme tu l'as dit, en plus, il a vraiment pas assez montré sur cette première saison. Ah non, il était mauvais. Il a été mauvais comme toute l'équipe, il faut dire Ouais, aussi. Hein. c'était haché, c'était compliqué, pas de vraie préparation. Il est arrivé dans une équipe qui jouait mal. Donc compliqué, hein, mais cette saison, c'est un peu mieux, je trouve. Mais c'est vrai que c'est pas encore ça. C'est pas le meilleur milieu de la ligue. Enfin, l'équipe de France, c'est les champions du monde en titre, donc c'est compliqué, je pense. Enfin, peut-être ça t'aurait étonné de le voir. Ça ne m'aurait pas étonné de le voir parce que, comme je l'ai dit, je pense que Didier Deschamps a toujours l'habitude de ramener un peu son même groupe. Si tu regardes un peu la sélection de l'équipe nationale française, ben, ce n'est pas les plus méritants qui sont choisis, mais c'est plus ceux qui… Et il a même dit lui-même, Didier Deschamps, que le groupe est beaucoup plus important que… Bon, la qualité est importante, mais n'empêche, le groupe, c'est le plus important. Et ça ne m'aurait pas étonné parce que je regarde un peu Sissoko, par exemple. C'est pas Ouais, le joueur le plus… ouais. c'est pas le joueur le plus talentueux. Il y a bien plus talentueux joueurs français qui soient là. Ou bien tu regardes un peu en défense, Zouma, c'est pas non plus un titulaire indiscutable du côté de Chelsea. Il est quand même là. Donc, bon, il y en a d'autres, je peux les nommer, mais bon, Léo Dubois a fait une très mauvaise saison du côté de Lyon. Il n'a pas été extraordinaire non plus. Bon, après, c'est pas pour parler des joueurs chacun, mais de chaque joueur, c'est plus pour parler un peu de la philosophie de Deschamps. Deschamps aime son groupe et ça ne m'aurait pas étonné de voir un joueur comme Blaise Matuidi. Je peux même nommer aussi Steve Mandanda, hein, qui a fait une saison en dents de scie et qui est quand même appelé. Bon, bref. Donc, c'est ça, c'est plus de ce côté-là. Et puis, Matuidi n'est pas si vieux que ça. Il vient tout juste d'avoir 34 ans. C'est pas comme s'il était à 38 ans. Hein. Il a eu 34 ans. C'est pas si vieux que ça non plus. Donc, ça m'aurait pas étonné. Il ne faut pas oublier aussi que Deschamps l'a déjà fait jouer en tant qu'ailier gauche pour fermer un peu le côté gauche quand il y avait des latéraux droits un peu trop offensifs. Il le faisait jouer en tant qu'ailier gauche. Je ne sais pas, ça ne m'aurait pas étonné. Après, je ne suis pas non plus étonné qu'il n'ait pas choisi parce que avec l'Inter Miami, premièrement, l'Inter Miami est nul. Et deuxièmement, lui, il n'a pas été bon. Et pour avoir vu à peu près 3-4 matchs d'Inter Miami depuis le début de la saison, il n'est plus que l'ombre de lui-même, hein, Blaise Matuidi. Donc, ça ne m'étonne pas si jamais c'est par rapport à ses prestations. Ouais, puis je pense que tous les joueurs du milieu de terrain qui ont été sélectionnés, Pogba, Kanté, Rabiot, Tolisso, je pense qu'ils sont tous meilleurs que lui. Et Sissoko, c'est aussi le côté versatile qui fait que tu peux le faire jouer partout et que justement, c'est plus sympa de prendre cette option qu'un Matuidi qui est un peu vieillissant. Mais tu as raison, il y a vraiment un aspect de groupe qui est assez important pour Deschamps. Mais je crois que voilà, il faut savoir se renouveler avec. Il y a la Coupe du Monde l'année prochaine, donc voilà. C'est important de renouveler l'effectif et de faire jouer un petit peu les joueurs qui vont. Puisque Matuidi ne jouera pas la Coupe du Monde de toute manière l'année prochaine. Donc voilà, il faut faire jouer les jeunes qui vont permettre d'avancer. Après, bon, on ne va pas parler de la sélection de Deschamps pendant des heures non plus, mais genre, tu regardes quelqu'un comme Corentin Tolisso qui a 26 ans, qui était blessé toute l'année. C'est quand même bizarre aussi. Après, bon, point de vue qualité, c'est un excellent joueur, Tolisso, mais il n'a pas assez joué cette année pour qu'il soit là. Bon, bref, je n'ai pas dit que, encore une fois, je ne critique pas Didier Deschamps, je suis plus dans l'optique, est-ce que ça m'aurait étonné que Blaise Matuidi ne soit pas là? Et est-ce que je suis étonné qu'il n'ait pas été choisi, ou est-ce que j'aurais étonné si jamais il avait été choisi? Dans les deux cas, je n'aurais jamais été étonné dans les deux cas. Je pense que les deux décisions peuvent avoir une certaine logique. Donc, voilà, aussi simple que ça. Donc, voilà pour les joueurs appelés à l'Euro et ceux qui auraient pu l'être. Il y en a d'autres, bien évidemment. On ne va pas tous les nommer, sinon on va aller chercher toutes les nationalités de la MLS et voir qui est sélectionnable ou non. Et puis, ce n'est pas le but de ce podcast-là. Mais ça va être intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup plus que d'habitude du sang MLS lors de cet Euro 2020. Après, ce serait intéressant de voir si jamais il y en aura un d'entre eux qui ira jusqu'au bout. Je doute très, très fort, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. On sait jamais. Parlons enfin du dernier sujet pour ce podcast de Culture Soccer. C'est la Nations League de la CONCACAF. Donc, comme en Europe et comme partout à travers la planète, la FIFA a organisé une nouvelle compétition depuis 2 ans maintenant, ou 3 ans, et c'est la Nations League en CONCACAF. À cause de la pandémie, tout ça a été repoussé. Il y a eu des choses qui ont dû être repoussées. Et effectivement, les demi-finales de la Nations League n'y ont pas échappé. C'était le match le 3 juin, donc il y a 3 jours. C'était le match entre le Honduras contre les États-Unis.
Une victoire finalement de l'équipe américaine sur le score de 1-0. Antoine, toi qui es un peu le spécialiste culture soccer de l'équipe nationale américaine, parle-nous un peu de ce match-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est satisfait du côté des États-Unis par cette victoire quand même assez, pas aussi convaincante que ce qu'on attendait, non? Ouais, à l'arrache, on peut le dire, la Ouais, victoire. exact. Je ne voulais pas trop le dire, mais voilà. Il y a eu deux matchs récemment. Quand on parle de Nations League, il y a aussi un petit, enfin, un aparté, un amical contre la Suisse qui a été perdu 2-1. Ouais. euh, Où là, c'était quand même plus expérimental au niveau du 11. Et le match était très bizarre, très haché. Et les États-Unis ont perdu 2-1, mais il y avait pas mal de bonnes choses à voir, je pense, dans ce match contre la Suisse. Le Honduras, c'était beaucoup plus compliqué, mais après, c'est la CONCACAF. C'est des matchs comme ça où tu vas taper une équipe qui joue à 15 derrière et tu es obligé de rapporter 3 points. Et certes, là, c'est très moche. Ça se fait à la 90e, enfin, 88e, pardon, sur un but de Sibatcheux, un jeune qui joue à Berne en Suisse et qui fait une très belle entrée. Et d'ailleurs, il est en train de on est en train de se dire, est-ce qu'il vaut mieux pas qu'il soit là à la place de Josh Sargent, qui est l'autre numéro 9 et qui a vraiment du mal, que ce soit contre la Suisse ou le Honduras. Il n'a pas eu un très grand impact, même s'il a sauvé une balle sur la ligne en défense, mais voilà, c'est un numéro 9, donc c'est pas ce qu'on lui demande. Donc il y a Jordan Sebachovic qui a gagné des points contre le Honduras. Il y a d'autres joueurs qui ont gagné des points. Je pense à Sajin Dest. Bon, il n'avait pas forcément besoin de gagner énormément de points, mais il a rassuré. Je pense à John Brooks, aussi en défense centrale, qui a sûrement joué un des meilleurs matchs de sa carrière avec le maillot des États-Unis. Et du côté des points plutôt ouais, qui font un peu peur, on a Jackson Will, le joueur de San Jose, qui était en numéro 6 en remplacement de Tyler Adams, qui est souvent blessé. Donc en fait, l'idée, c'était de voir si Will pouvait jouer un petit peu ce rôle de 6 quand Adams n'est pas là, parce qu'il est souvent pas là et il nous faut c'est une option solide. Sauf qu'il a très mal joué contre l'Honduras là. Et Acosta, Kane Acosta, a été replacé en 6 par Berhalter et il a fait du très bon boulot. Donc il y a moyen que C'est là, pas la contre première fois hein, qu'on a revu en 6 c'est à ça. Costa avec l'équipe nationale, non? Ouais, c'est ça. Et même à Dallas, je crois qu'il joue un peu en 6 parfois. Mais il est rare qu'il joue de cette position avec Colorado. Et là, au moment où on parle, ce soir à 3h du mat en France, et donc à 21h, il me semble, en Amérique du Nord, il y a un match, la finale de la Nations League contre le Mexique, et on se demande si c'est pas lui qui va commencer en numéro 6 à Costa. Mais voilà, il y avait aussi Reina et Pulisic qui ont été moyens, mais Pulisic revenait du sacre avec Chelsea, à mon avis, c'était un peu plus compliqué. Je pense qu'il avait fait zéro entraînement depuis depuis le sacre avec Chelsea. Donc voilà. Reina, c'est un peu plus problématique, surtout qu'il commence à être un peu sur le banc à Dortmund. Mais il nous a quand même démontré qu'il pouvait dribbler, etc. Et voilà, les Jets aussi, toujours là, toujours présents. Mais c'était un match un peu frustrant tout de même. Et il y a gros test face au Mexique ce soir. Ouais, effectivement. Après, bon, on s'entend que Honduras, c'est pas une petite équipe non plus. Donc, Mhm. faut aussi respecter le fait que tu as quand même de bons joueurs du côté de Honduras. On pense à Albert Delis qui était là, qui était titulaire, ou bien on peut penser à des joueurs qui sont quand même intéressants du côté. On a Rivas sur la droite, pardon. Lozano qui est devant, bon, pas Irving, mais j'ai oublié son prénom, c'est Anthony Lozano en attaque qui est là. Donc, il n'y a pas de mauvais joueurs, mais pour une équipe comme les États-Unis, ça devait être une victoire un peu plus convaincante. Je dirais pas de 18-0, mais au moins de 2 ou 3-0, je pense, ou 3-1. Je pense Ouais. une victoire par 2 buts d'écart, je pense, aurait un peu plus, aurait un peu plus pacifié un peu les joueurs, les fans de cette équipe nationale, n'est-ce pas? Oui, et puis plus que le score, en fait, c'est surtout la manière. Ouais. C'est-à-dire que malgré le 1-0, et on a quand même 10 tirs pour les États-Unis, finalement, en fait, il y a beaucoup de fois où il y a les 2-3 passes qui sont parfaites, et puis devant, ça ne suit pas, l'appel est mauvais, ou Josh Sargent n'est pas à son poste, ou il y a une mauvaise décision. Et la possession était assez stérile. Alors que le Honduras a été dangereux sur les comptes qu'ils ont fait, 2-3 occasions. Mais le problème, c'est que c'est ça, les États-Unis, qui vont avoir en Gold Cup, en éliminatoire de la Coupe du Monde, c'est ce genre d'équipe. Hein, parce que perdre contre le Mexique ce soir en finale, finalement, à part, bon, dans la confiance, c'est relou, mais l'objectif, c'est pas forcément de taper le Mexique. L'objectif, c'est de savoir qu'on va pouvoir se qualifier à la Coupe du Monde en battant justement ces équipes de CONCACAF qui font souvent très mal et qui ont empêché la qualification en 2018. Donc c'est surtout ça, c'est de pouvoir, qu'importe l'adversaire, s'adapter et réussir à finir ses chances.
Et là, il y a encore, Berhalter, c'est quand même un petit bout de temps qu'il est là, il y a encore pas mal d'incertitudes en fait. On a beaucoup de jeunes joueurs, c'est génial, beaucoup de mecs qui d'une année à l'autre passent en Europe et deviennent très bons. Le problème, c'est qu'en fait, ça fait en sorte que tous les ans, le 11 change finalement. Des mecs comme Brendan Harrison, quand il était à Philadelphie, ne jouait pas forcément en sélection. Là, il joue et du coup, tu ne sais pas si tu le mets titulaire, si tu mets Reina, si tu mets au niveau. Enfin, à chaque fois, il y a des nouveaux et ça change le 11 et il y a très peu de consistance, alors que la Coupe du Monde approche dans un an et qu'il y a les éliminatoires qu'il va falloir gérer. Donc, beaucoup de questions encore à répondre du côté de Greg Berhalter. Ouais, effectivement, bon, un manque de continuité au sein de cette équipe américaine. Je veux te poser deux, trois questions un peu sur cet effectif, si tu me permets, Antoine. Mhm. La première question est très, très simple. Euh, Sébastien Lletget, euh, combien tu penses qu'il a de l'importance dans cette équipe nationale? Je sais que c'était un joueur, bon, il y a eu quelques petits problèmes extra-sportifs dernièrement. C'est un joueur qui, je pense, a été extrêmement important pour le LA Galaxy. Je sais qu'il a été décrié, sa sélection a été décriée plusieurs fois par les fans, parce que du côté des États-Unis, il y a deux genres de fans. Il y a les fans pro-MLS, il y a des fans anti-MLS qui préfèrent juste avoir des joueurs signés spécifiquement qui jouent seulement en Europe. Par contre, Lletget, depuis qu'il est là avec Greg Berhalter, il commence à prendre une place de plus en plus importante et en plus, il a tendance à être décisif la plupart du temps. Sur ces deux matchs-là, que ce soit contre la Suisse ou que ce soit lors de cette demi-finale du Honduras, est-ce qu'il a aussi autant été bon? Est-ce il a sa place dans cette équipe nationale? Oui, carrément. Contre la Suisse, c'est un des meilleurs joueurs sur le terrain, vraiment pour les États-Unis. Et ça fait plusieurs matchs qu'il le montre, hein. Il a vraiment le niveau pour jouer en sélection. Le problème, c'est exactement ce dont je parlais, c'est que c'est peut-être le troisième ou quatrième choix au milieu de terrain. Donc mais c'est pas le premier. C'est-à-dire que je pense que le premier choix, c'est d'avoir Tyler Adams, Weston McKennie et Younes Moussa, qui sont Ouais. trois jeunes. Mais le problème, c'est que à chaque fois que les Jets a cru pouvoir rentrer dans le 11, tu avais un jeune, McKennie qui arrivait, ou alors tu avais Younes Moussa qui arrivait. Et donc, c'est typiquement le gars, à chaque fois qu'il y a un blessé, et Dieu sait qu'il y en a quasiment chaque match, les Jets va pouvoir jouer. Et pour le moment, franchement, déjà, il a une super saison de Galaxy en ce moment. Et c'est un mec qui accomplit exactement ce qu'il faut, qui marque, comme tu l'as dit, qui libère des espaces. Et j'aime beaucoup Sébastien Lletget et je pense que Berhalter aussi pour justement le fait qu'il peut jouer en 8, en 10 et il est assez versatile. Et il s'adapte bien aussi à son partenaire sur le côté. Là, c'était assez surprenant contre l'Honduras, mais Younes Moussa a très peu joué alors que contre la Suisse et l'Honduras, alors que Lletget a beaucoup joué. Donc j'ai l'impression que pour Berhalter, Lletget peut devenir une vraie option, comme Kellyn Acosta d'ailleurs, pour ces joueurs de MLS en sélection. Ouais, effectivement. Après, bon, on a vu Moussa n'a pas joué du tout contre le Honduras. C'est quand même un peu assez bizarre, je trouve. Mm. Après, la deuxième question, tu as parlé un peu plus tôt de Sibache. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Jordan Sibache, c'est un ancien joueur. Tu as dit qu'il joue aux Young Boys. En fait, il est prêté par Rennes à Young Boys, mais c'est un joueur qui a joué longtemps en Ligue 1, que ce soit avec Reims, avec le Stade de Reims, où il avait été, je pense, meilleur buteur de Ligue 2, ou en tout cas, bon, dans un des meilleurs buteurs de Ligue 2. Il est parti à Rennes, ça n'a pas trop bien marché pour lui. C'est un peu bizarre le fait que c'est un joueur international américain qui ne parle pas anglais. Est-ce que tu trouves ça bizarre? Ouais, c'est vrai que c'est rare hein, en sélection américaine. Dans d'autres sélections, il y a pas mal tu sais, de binationaux, mais c'est vrai que c'est assez rare en sélection américaine. Et c'est marrant parce que ça montre le gros travail qu'il y a sur les binationaux qui est fait depuis qu'il y a Greg Berhalter, hein, que ce soit Gino Dest, lui, Younes Moussa, il avait le choix entre trois sélections, il a choisi les States. Et il y a Nicolas Gioacchini, qui est un jeune Français qui joue à Caen, qui a eu deux, trois sélections sous Berhalter. Il y a un vrai travail qui est effectué de la part des sélections pour récupérer ces binationaux. Alors certes, peut-être que Sébastien, il n'avait pas 10 000 options non plus, mais ils sont allés chercher et ça fait plaisir. Mais c'est vrai que ça va être drôle le fait qu'il parle pas anglais. Ouais, vraiment, ça m'a fait vraiment rire parce que bon, je m'y attendais pas du tout. Après, la dernière question, et je pense que c'est la question, je pense que tout le monde a envie de poser. Qu'est-ce qui se passe avec Serginho Dest? Il passe, il fait un match extraordinaire, puis juste après, un match horrible. Comment on peut expliquer un peu ce genre de prestation du côté de Serginho Dest? Et surtout, est-ce qu'il est aussi important que ça dans cette équipe nationale américaine? Alors, il est très important, la sélection américaine, hein. À Barcelone, il a pas mal de ratés, mais
En sélection, il est très important parce qu'il apporte une qualité offensive qu'ont pas les autres latéraux. Et surtout, en fait, là, en ce moment, on se demande est-ce qu'on fait jouer d'un côté et du coup, on fait jouer Cannon avec lui, ou alors on le fait jouer de l'autre côté et on met Anthony Robinson. En fait, on peut faire jouer des deux côtés et dépendamment, on peut faire jouer Reggie Cannon ou Anthony Robinson, suivant si on le fait jouer à droite ou à gauche. Et c'est une force pour les États-Unis parce que le mec peut jouer des deux côtés. Quand il joue sur son mauvais pied, il peut bien rentrer pour tirer, sinon il peut faire une bonne qualité de centre. Le problème, c'est défensivement, il a quand même des errements, on l'a vu avec le FC Barcelone, qui sont assez dingues. Euh, là, contre la Suisse aussi, enfin, le deuxième but, c'est totalement de sa faute. Donc, il faut qu'il se renforce défensivement, mais offensivement, c'est un très bon joueur. Et c'est une valeur sûre de cette équipe américaine enfin, s'il continue à jouer à FC Barcelone, voilà, c'est une valeur sûre pour les 2-3 prochaines saisons. Et c'est cool d'avoir un peu de stabilité de ce côté-là. Ouais, en tout cas, ça va être intéressant à suivre, en tout cas, cette sélection américaine avec beaucoup de jeunes talents, bien évidemment. Et on n'a pas parlé de la star, la star numéro un de cette équipe, Christian Pulisic. Parle-nous un peu de ses prestations sur ces deux derniers matchs. Il n'a pas fait beaucoup de tapage, hein? Il n'a pas dominé comme on s'attendait à ce qu'il le fasse, non? Ouais, bah, le premier match, il n'était pas là, parce qu'il était avec Chelsea, Ah, comme Zach Steffen qui était avec City, et du coup qui est revenu un peu plus tard. Et là, contre le Honduras, il était un peu hors de forme, ça se voit. Mais en fait, je pense qu'il a fait le match avec Chelsea, il a fait la fête pendant une semaine, et qu'il arrive un peu hors de forme. Mais c'est problématique. À Chelsea, il ne joue plus trop comme titulaire avec Tourelle. Malheureusement, Tourelle privilégie plutôt Mason Mount ou Kai Havertz en soutien de Timo Werner devant. Après, Tourelle, c'est un mec qu'il a connu à Dortmund, donc peut-être que la saison prochaine, il jouera un peu plus. Mais c'est assez c'est problématique quand même que la star américaine ne joue plus des masses. Surtout qu'il y a du monde sur les ailes aux États-Unis, que ce soit Joe Rena, Brendan Hanson. Je pense pas qu'il va perdre sa place tout de suite, mais en termes de confiance, c'est un mauvais pressentiment du côté de Pulisic. Je pense qu'il sera titulaire ce soir contre le Mexique. Encore une fois, hein, ça se joue dans 3-4 heures là, mais c'est un joueur super important de toute façon pour cette équipe. C'est pas le leader charismatique de cette génération. Malheureusement, il est assez timide, enfin, voilà, son caractère. Ça serait plus peut-être Weston McKennie. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est le dynamateur des défenses sur le côté, quoi. ouais, en tout cas, bon, il a quand même joué, hein, dans cette finale de Ligue des Champions remportée par Chelsea. Ouais. Il a joué à peu près Il, un peu moins qu'une demi-heure. Donc, bon, il a oui, eu c'est un vrai. raté. Vas-y. Il a raté un truc Ouais. immanquable. Ouais, je me rappelle, ouais, effectivement. Après, bon, mais oui, on s'entend que dans ces effectifs pléthoriques, c'est normal que les joueurs ne jouent pas trop. Si je regarde un peu, il était titulaire lors des 4 derniers matchs de Premier League. Il a Ouais. été titulaire contre City le 8 mai, titulaire contre Arsenal le 12 mai, titulaire contre Leicester le 18 mai et titulaire contre Aston Villa le 23 mai. Donc, bon, il est quand même un joueur majeur de cet effectif de Thomas Tuchel, mais effectivement, peut-être que c'est pas le premier nom sur la feuille de match, je peux comprendre, mais écoute, c'est un jeune joueur encore, il a 22 ans, on sent qu'il a encore des croûtes à manger, comme on dit, avant d'être le titulaire indiscutable du côté d'une équipe comme Chelsea. Mais en tout cas, ça va être très intéressant à suivre. Petit pronostic pour cette finale, Antoine, si je me permets si jamais j'ai te demandé ton pronostic pour cette finale de Nations League entre les États-Unis et le Mexique ce soir à 9h, quel serait ton pronostic? Je vois peut-être les Mexiques gagner, pour être honnête, parce qu'il manque encore pas mal de pièces à cette équipe américaine et moi, j'ai pas été très rassuré par les deux derniers matchs. Je pense que sur le long terme, hein, ça va, mais pour la finale, là, ce soir, le Mexique qui est en pleine saison en plus, ça paraît plus affûté et plus préparé que cette équipe d'Américaine qui, comme j'ai dit, il manque du monde. Ils ont l'air un peu hors de forme. Il y a des options, comme si on n'a pas de numéro 6 pour le match. Enfin, bon, voilà, il y a encore des trucs à régler. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de choses à régler. Et si jamais j'ai à te demander un score, Voilà, je dirais, allez, 2-0 pour le Mexique. ben écoute, je suis très d'accord avec ton analyse et moi je dirais, ben, j'ai un peu, ben, j'ai du mal à voir un match équilibré et à sentir un match équilibré. J'ai comme l'impression que ça va être un bon 3 ou 4-0 pour le Mexique. Ouais. J'ai pas du tout été convaincu par l'équipe nationale américaine, mais c'est toi l'expert. Donc on verra ce qui va se passer ce soir. Je sais que beaucoup d'entre vous peut-être se demandent
qu'est-ce qui se passe avec l'équipe nationale canadienne? Ils ont remporté leur match contre Aruba, leur premier match sur le score de 7-0. On va parler, il y aura le deuxième match qui sera importantissime, qui se jouera mardi contre le Suriname. Pour avoir plus d'informations sur l'équipe nationale canadienne, je vous conseille d'écouter le deuxième podcast de Culture Soccer, CS à l'érable, qui devrait être enregistré cette semaine, mercredi soir, du côté d'Amérique du Nord. Donc, il sera disponible en Europe jeudi aux aurores. Donc, voilà. Donc, pour suivre l'équipe nationale canadienne, il faudrait plus écouter CS à l'érable où on rentre en détail sur tous les matchs de l'équipe nationale canadienne et tous les matchs qui se passent au Canada parce que grosse nouvelle, la Canadian Premier League reprendra ses droits le 26 juin, donc début de cette saison de la Canadian Premier League qu'on attend depuis très longtemps. Ce sera tout aujourd'hui pour cet épisode de Culture Soccer. En premier, je veux te remercier à toi, Antoine, d'avoir pris le temps et d'avoir un peu donné de ton expertise à ce podcast. C'est toujours très apprécié. Merci Adi pour l'invitation, c'était très sympa. Et bonne chance pour la reprise de la CanPL. Oui, c'est sûr. On va suivre ça de très près sur CS à l'érable. Je vous conseille à tous de nous écouter. Et moi, je vais vous dire merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture Soccer.